Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Phénoménal Catch et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo résultat de SummerSlam 2025 qui s'est déroulé du coup du 2 au 3 août, donc premier SummerSlam qui se déroule sur 2 nuits. Avant de commencer la review, je tiens à préciser quelques précisions sur l'avenir de la chaîne. Tout d'abord, il n'y aura pas de l'épisode 3 de Ciné Catch ce mois-ci, parce que si jamais Ciné Catch, en fait maintenant j'essaie de faire qu'il y ait au moins un épisode au moins chaque mois. Finalement, vous avez déjà vu qu'il y a presque 4 mois entre l'épisode 1 et 2, bon pour des soucis de caméra. Donc troisième épisode pour un manque d'emploi du temps, finalement sortira au mois de septembre. Je tiens également à préciser que à la base, je parlais souvent d'une vidéo sur Backlash 2024 et après j'avais en tête de la faire durant le mois d'août. Finalement, j'ai essayé, mais en fait, je sais pas comment dire, mais j'arrive pas exactement à parler du show. Donc au final, je pense pas que finalement je ferai. Peut-être qu'un jour j'en parlerai sur la chaîne, mais pour l'instant ce n'est plus prévu pour le moment. Je tiens également à préciser que du coup bientôt c'est Clash in Paris et en fait la vidéo pronostic sortira presque une semaine avant. Donc ça se trouve quand je ferai la vidéo pronostic, il manquera peut-être 1 ou 2 matchs sur la carte. C'est également pour pour un problème d'emploi du temps. Peut-être que je ferai 1 ou 2 shorts s'il y a des matchs qui se rajouteront. Mais ça, j'en parlerai au moment de la vidéo pronostic. Donc, soyez pas étonnés que si elle sort carrément une semaine, une bonne grosse semaine avant. Donc voilà, c'est une petite précision. Et du coup, sans plus attendre, on va commencer avec les résultats du premier match. L'opener du coup de la nuit de SummerSlam, c'était tout simplement le match par équipe entre Roman Reigns, Jey Uso contre Bron Breakker et Bronson Reed. Match que j'attendais pas forcément, je l'avais expliqué dans la vidéo pronostic que pour moi c'était pas digne d'un SummerSlam, que pour moi il valait mieux un Roman Reigns Bron Breakker. Et je dois dire, j'ai été un peu déçu du match. Vraiment, j'ai pas spécialement apprécié le match plus que ça. Je sais que beaucoup de gens l'ont apprécié, la foule était à fond dans le match, ils seront moins à fond dans d'autres matchs. Mais vraiment, j'ai pas spécialement apprécié ce match, j'ai pas trouvé ça grandiose. Surtout qu'au début du match, Roman Reigns et Jey Uso envoient Bron Breakker et Bronson Reed à l'extérieur du ring. Et tout simplement, ils relancent la musique de Jey Uso pour un nouveau YT. Encore si c'était Jey Uso, j'aurais rien dit. Mais là, il y a Roman Reigns. Roman Reigns, depuis quelques temps, je trouve qu'il est vraiment devenu moins crédible. C'est plus le Tribal Chief. Je trouve ça hyper dommage, franchement. Mais ça m'a pas pu s'emballer que ça. Bron Breakker a quand même plutôt bien catché. C'était quand même, je trouve, il était quand même plus mis en avant que Bronson Reed, ce qui est quand même dommage, mais bon, Bron Breakker est un super catcheur. Sinon, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Victoire de Roman Reigns et Jey Uso. Voilà, victoire de Roman Reigns et Jey Uso. Pour moi, Bron Breakker et Bronson Reed auraient plus mérité la victoire. Mais bon, que voulez-vous? Et personnellement, hormis la foule qui était à fond dans le match, moi, j'ai pas trouvé ça exceptionnel. Match suivant, match pour les Women's Tag Team Championship. Raquel Rodriguez et Roxanne Perez qui défendaient le titre face à Charlotte Flair et Alexa Bliss. Match où déjà le public était beaucoup moins à fond dedans, ce qui est dommage. Mais n'empêche, le match était très bon. Vraiment, c'est un super match. J'avais dit que j'aimais plutôt bien la rivalité, surtout l'alchimie entre Alexa Bliss et Charlotte Flair. Moi, je trouve que ça marche plutôt bien. Malgré que j'aurais préféré qu'Alexa Bliss, depuis son retour, se lance en solo, la tag team marche plutôt bien. On a eu un moment où Alexa Bliss a tenté de porter une droite, je crois que c'était à Roxanne Perez, et elle a esquivé le coup, et au final elle l'a mis à Charlotte Flair. Du coup, à un moment on a supposé que Charlotte Flair allait trahir du coup Alexa Bliss, mais au final non. Le match était vraiment très bon, c'était un très bon match. Je trouve que ça aurait été un meilleur opener que le match tag team suivant. Victoire de Alexa Bliss et Charlotte Flair, donc nouvelle championne par équipe. Très content, c'est ce que d'ailleurs j'avais pronostiqué. Il y a eu déjà le rematch le lendemain à Raw, d'ailleurs, c'est assez bizarre, je pensais qu'ils allaient avoir un rematch un peu plus tard, je sais pas, du côté de Clash in Paris ou peut-être de Crown Jewel en Australie. Mais bon, très content de ce résultat, hâte de voir où ça va mener, même entre Roxanne Perez et Raquel Rodriguez, j'ai très hâte de voir où ça va mener. Donc victoire de Charlotte Flair et Alexa Bliss. Troisième match de la soirée, Sami Zayn contre Karrion Kross, match qui était dans son ensemble plutôt bon, match que j'attendais énormément, même la rivalité était excellente. Match du coup comme je dis était plutôt bon, on a vraiment Karrion Kross qui jouait avec Sami Zayn. À un moment Karrion Kross a tenté de porter un coup de barre en fer à Sami Zayn a esquivé et Scarlett a tendu la barre du coup à Sami Zayn pour le pousser à tenter d'attaquer Sami Zayn et du coup techniquement de faire un heel turn.
Sauf que Zayn n'a pas voulu, finalement le match a repris et Zayn a gagné le match de manière clean. Alors comment dire que sous le coup, j'étais vraiment pas du tout heureux et je suis toujours pas d'accord avec cette décision. Enfin, vraiment, je comprends pas. Sami Zayn, il avait pas besoin de cette victoire. Il est assez crédible, je veux dire. Sami Zayn, il avait vraiment pas besoin de cette victoire. Karrion Kross en avait beaucoup plus besoin pour le crédibiliser. Même pour la rivalité, c'était lui qui aurait dû gagner. Et au final, non. Il a pas gagné. Vraiment, je vois pas l'intérêt. Si à la limite, Sami Zayn aurait genre gagné, mais en faisant un heel turn, ok, du coup, techniquement, Karrion Kross aurait perdu le match, mais ça aurait été logique, et techniquement, il aurait quand même gagné la rivalité, je veux dire. Si Zayn aurait fait un heel turn, Karrion Kross, il aurait techniquement gagné la rivalité, enfin, je veux dire, ça aurait été incroyable, au moins d'avoir cette victoire-là. Mais non, Dooley a décidé de chier sur Karrion Kross, alors que Karrion Kross est un des meilleurs catcheurs actuellement du côté de Dooley, autant sur le ring qu'au micro, même avec son personnage, avec Scarlett, ils sont incroyables. Vraiment, pour moi, ils dominaient Raw, enfin, ils dominaient Raw. C'était un des trucs les plus divertissants qu'il y a eu du côté de Raw. Il est juste ultra over avec les fans. Et la WWE décide de pas capitaliser dessus. Vraiment, ils ont décidé de chier sur Karrion Kross. Sami Zayn, je sais pas trop là actuellement où il va aller. Karrion Kross, il y aurait eu plein de possibilités. Et Sami Zayn, là actuellement, on va pas se mentir, il a presque affronté tout le monde. Je vois pas là où il peut aller maintenant. À moins s'il aurait été heal, là il aurait pu avoir des super trucs. Mais là actuellement, non, je vois pas ce qu'ils vont faire. Et surtout apparemment, week-end prochain, le contrat de Karrion Kross et de Scarlett arrive à expiration et ils auraient toujours pas signé. Vraiment, je comprends pas. Karrion Kross, déjà je comprends toujours pas pourquoi il était pas dans la course pour un titre. Pourquoi ils l'ont pas mis dans le Money in the Bank Ladder match. Je comprends pas pourquoi ils ne veulent pas re-signer Karrion Kross. Tout le monde le dit, on veut Karrion Kross. J'espère qu'ils vont vraiment re-signer Karrion Kross et Scarlett parce que bon, l'un ne va pas sans l'autre, hein, quand même. Mais putain, je comprends pas. Voilà, c'est vraiment le point noir de la nuit 1 de SummerSlam. Voilà, je comprends pas. Victoire de Sami Zayn. Match pour le WWE Women's Championship, Tiffany Stratton qui défendait son titre face à Jade Cargill. Match que j'attendais pas plus que ça, c'était pas le match que j'attendais pas, hein, mais bon, voilà. Et le match dans son ensemble était plutôt bon. C'est ni le meilleur match de Tiffany Stratton ni de Jade Cargill. La rivalité était pas non plus exceptionnelle. Mais le match était quand même plutôt bon. Jade Cargill a quand même plutôt bien dominé. À un moment, Jade Cargill a porté son finish. Et ça a retourné Tiffany Stratton pour faire le tomber. Sauf qu'en fait, elle a mis les pieds de Tiffany dans les rings. Et du coup, bah, ça a cassé le tombé. Enfin, c'était ultra mal fait. Enfin, je pense que ça aurait dû pas se passer comme ça. Enfin, j'ai pas exactement vu ce qu'il voulait faire. N'empêche que Jade Cargill a ensuite voulu porter son finish sur Tiffany Stratton du haut de la deuxième corde, il me semble. Sauf que Tiffany Stratton esquive finalement le finish, porte le sien, et victoire de Tiffany Stratton de manière clean. Je m'attendais pas à ça, honnêtement. C'était vraiment assez surprenant. Je pensais qu'ils allaient faire gagner Jade Cargill et que par la suite ils allaient à nouveau faire un heel turn à Tiffany Stratton, ce que j'aurais espéré. N'empêche, je suis quand même très content de la victoire de Tiffany Stratton. Ça fait quand même une grosse victoire pour Tiffany Stratton, qui d'ailleurs depuis maintenant peut-être 2 mois commence à avoir un très bon règne avec Trish Stratus et maintenant Jade Cargill. Ça commence enfin à décoller, je trouve, son règne. Est-ce que ça veut dire que potentiellement on aura eu le turn de Jade Cargill? Moi je dis pas non. Je pense que Jade Cargill en heel peut être vraiment très bonne. J'espère que la rivalité va quand même peut-être continuer. Peut-être un rematch à Clash in Paris. Pourquoi pas. Mais bon voilà. Assez surprenant de la victoire de Tiffany Stratton, mais quand même content. Donc dans l'ensemble, c'était quand même un plutôt bon match. Encore un tag team match. Randy Orton et Jerry Lawler contre Drew McIntyre et Logan Paul. Match que j'attendais pas du tout. Du fait que, bah déjà, je trouve que c'est pas la meilleure affiche. Et du fait que Jerry Lawler, à la base, c'est un chanteur, c'est pas un catcheur. Et bah le match était plutôt bon. Vraiment, Jerry Lawler a plutôt bien catché. C'était pas exceptionnel. C'était pas le match de la soirée, clairement pas. Mais Jerry Lawler a plutôt bien fait le taf. À un moment, Jerry Lawler était sur la table des commentateurs américains, il me semble, et Logan Paul a porté un splash sur Jerry Lawler qui est du coup passé à travers la table. Du coup, ils ont commencé à évacuer Jerry Lawler qui finalement est quand même revenu dans le match pour faire un hot tag. Mais au final, ça n'a pas servi. Victoire de Drew McIntyre et Logan Paul.
très content parce qu'au moins McIntyre a une victoire, mais bon, c'est une victoire par équipe et je sais pas si ça va aller plus loin. En plus, avec Logan Paul, malgré que Logan Paul c'est un bon catcheur, bon, c'est pas le truc le plus crédible au monde. Est-ce que la rivalité Orton-McIntyre va continuer par la suite? Pourquoi pas, ça pourrait être bien si McIntyre gagne la rivalité. Dans l'ensemble, c'était plutôt une bonne surprise, vraiment. Alors, Jerry Roll, il a pas non plus fait une énorme performance, mais c'était plutôt correct. On va pas se mentir, il y a déjà eu des stars comme ça qui venaient juste pour faire un match. Et ils ont fait des prestations beaucoup plus horribles que ça. Mais dans l'ensemble, moi j'ai trouvé ça plutôt bon. C'était pas le match de la soirée, mais c'était plutôt bon. Donc dans l'ensemble, voilà, je suis plutôt satisfait. Et donc du coup, victoire de Drew McIntyre et Logan Paul. Et on arrive déjà au main event de la nuit 1. Match pour le World Heavyweight Championship. Gunther qui défendait son titre face à CM Punk. Match qui était excellent. Alors connaissant le talent des deux catcheurs, je m'attendais légèrement mieux. Mais j'ai quand même pas été déçu, vraiment. La rivalité était plutôt bonne, mais alors le match était excellent. Grosse domination de Gunther, à noter d'ailleurs sur une bonne partie du match. Je m'attendais pas à ce que Gunther, je pensais que CM Punk allait être un peu plus rentre dedans. Ça veut pas dire qu'il n'a pas repris l'avantage par la suite, mais vraiment grosse domination de Gunther. CM Punk tente plusieurs fois de porter son finish et il n'y arrive pas. Jusqu'à qu'ils aillent à l'extérieur du ring et où Gunther monte sur la table des commentateurs espagnols, il me semble. CM Punk du coup lui tire la jambe et Gunther tombe à l'extérieur du ring, ce qui rappelle un peu ce que CM Punk avait fait à Drew McIntyre à WrestleMania 40. Du coup ils remontent tous les deux sur le ring. À noter que Gunther est en sang après sa chute. Aussi on a appris que Gunther doit se faire opérer du nez après le match. Il s'est pas blessé pendant le match, c'était un truc qui datait déjà d'avant le match. Mais bon bref, il sera absent maintenant quelques temps pour se faire opérer du nez. Donc on le verra sûrement pas à Clash in Paris. Dommage. Dans l'ensemble c'était quand même un très bon match. Et au final CM Punk à la fin arrive à porter 2 Go to Sleep pour la victoire. Je m'attendais vraiment pas à ce que CM Punk gagne. J'étais persuadé que Gunther allait conserver son titre. Mais quand même, ultra content pour CM Punk. Moi personnellement, je trouve que c'était quand même plutôt mérité parce qu'il a quand même plutôt bien catché. Vraiment, la dernière fois en plus que Punk il avait touché un titre mondial, c'était en 2013. Enfin, je veux dire quand il avait perdu face à The Rock au Rumble 2013. Mais j'étais très content que Punk ait gagné. À la fin, il célèbre avec le public. Et musique de Seth Rollins qui débarque avec la mallette. Il y a beaucoup de rumeurs qui disaient que potentiellement CM Punk que Seth Rollins c'était un fake, sa blessure, et que du coup c'était juste pour encaisser au moment où personne s'y attendait. A noter que d'abord Rollins débarque avec des béquilles et une attelle à la jambe, donc on comprend qu'il ne va pas tout de suite encaisser sa mallette, qu'il est juste là pour menacer CM Punk de dire bah moi j'ai la mallette Money in the Bank. Sauf qu'au final Rollins balance les béquilles, il enlève son attelle et il débarque dans le match. On a CM Punk qui a tenté de lui mettre un coup, sauf qu'au final Rollins lui porte quand même un coup de mallette dans la gueule. Il encaisse sa mallette et victoire de Seth Rollins qui devient le nouveau champion World Heavyweight. J'avais vu beaucoup de gens qui disaient ah c'était nul, en plus c'était un fake, on s'était inquiété pour lui, tout ça. C'est vrai, mais moi je trouve que c'est un coup de génie. Je suis ultra content, donc ça veut dire que la rivalité Punk Rollins va continuer et en plus pour un titre, donc ça va être vraiment très bon. C'est ce que je reprochais d'ailleurs au début, en début de cette année, que déjà le match a pas eu lieu à Mania et qu'il n'y avait pas de titre en jeu entre les deux. Finalement la rivalité va continuer avec un titre entre les deux, donc ça va être très bon. En tout cas je l'espère. Je pense pas que finalement que Punk va récupérer tout de suite le titre mondial, donc c'est dommage pour Punk. Mais quand même, je suis ultra heureux. En plus, c'est assez marrant du fait que les 2 derniers cashings, en fait, notamment sur la WrestleMania 40 qui a eu lieu sur McIntyre, c'était quand même grâce à l'intervention de CM Punk. Et c'est CM Punk qui a également gâché le cashing de Drew McIntyre, donc il était impliqué dans les 2 cashings. Et au final, c'est lui qui finalement se prend le cashing en pleine gueule. Donc il est impliqué en fait sur les 3 derniers cashings. Je trouvais ça assez marrant. Mais n'empêche, je trouvais que c'était un super moment. Comme dit, j'aurais préféré que Punk garde le titre après SummerSlam. Mais bon, bref, ça c'est que mon avis. Mais en tout cas, c'était dans l'ensemble un très bon match. Le match entre Punk et Gunther. Et l'encaissement de Rollins. Pour moi, c'était juste parfait. Et du coup, désormais, on s'attaque à la nuit 2 de SummerSlam. Et l'opener de la nuit 2, c'était le match triple menace pour le World Women's Championship. Naomi qui défendait son titre face à Rhea Ripley et Io Sky. Match qui était très bon.
Vraiment, j'avais dit que les 3 catcheuses, c'est vraiment des super catcheuses. Elles peuvent faire le match de la soirée. Au final, c'était pas le match de la soirée, mais c'était quand même un super match. Au début, on a une alliance Rhea Ripley, Io Sky qui s'en sont pris à Naomi, ce qui est plus ou moins logique parce que c'est quand même dans leur match qu'elle a encaissé sa mallette. Donc c'était plutôt logique que d'avoir les deux faces alliance, mais au final, se sont quand même fini par se taper dessus. C'était un super match. Victoire de Naomi. J'aurais espéré une victoire de Rhea Ripley pour avoir un match entre Rhea Ripley et Stephanie Vaquer à Clash in Paris. Sauf qu'au final, bah, on ne l'a pas eu, finalement. Enfin, on va pas l'avoir, ce qui est dommage. Je pense qu'ils vont garder plus cette affiche du coup pour un Mania. Et je maintiens que Stephanie Vaquer, Rhea Ripley, c'est digne d'un main event de WrestleMania, surtout si c'est pour un titre. Mais n'empêche, je suis plutôt content de la victoire de Naomi. À noter que Naomi va défendre son titre, je sais pas si c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après, face à Io Sky du côté de Raw. Du coup, je pense plutôt qu'on va se diriger vers un match triple menace entre Naomi, Io Sky et Stephanie Vaquer du côté de Clash in Paris. C'est ce que je pense, c'est que mon avis. Mais bon, revenons à SummerSlam, c'était vraiment un très bon match. Du coup, victoire de Naomi, ce que je trouve aussi très bien. Donc, dans l'ensemble, je suis satisfait de ce match. Match suivant, c'était le six-pack TLC match. Les Wyatt Six qui défendaient leur titre face aux Street Profits. Andrade et Rey Fénix, Fraxium, Motor City, Machine Gun et DIY. A noter d'ailleurs que juste avant le match, on a eu les Dudley Boys qui étaient dans le public et aussi les Hardy Boys. Vraiment, autant les Dudley Boys, j'étais content, mais alors les Hardy Boys, j'étais ultra heureux de les voir à SummerSlam. D'ailleurs, petite anecdote, ils sont toujours champions par équipe de la TNA. J'aurais pu venir avec les titres, ça aurait pu être marrant. Mais n'empêche, voir les Hardy Boys à SummerSlam, j'étais ultra content. Et comment résumer maintenant le TLC match? Bah, c'était un gros bordel. En même temps, avec 6 équipes, ça va être dur à résumer, on va pas se mentir. Mais vraiment, c'était un super match. On a eu des gros spots. À un moment, on a eu Candice LeRae qui est intervenue et je sais plus qui a poussé les membres de DIY contre l'échelle. Et du coup, bah, Candice LeRae est passée à travers une autre échelle à l'extérieur du ring. Mais on a eu plusieurs autres interventions. On a eu Nikki Cross, B-Fab. On a eu les autres membres de la Wyatt Six comme Uncle Howdy ou Eric Rowan. Un moment, on a eu à chaque coin du ring un catcheur qui a porté un splash sur un autre mec à travers une table à l'extérieur du ring. Les 4 coins du ring, clairement. C'était aussi un très bon moment. Dans l'ensemble, c'était un super match. Clairement. Je sais pas comment résumer autrement. C'était un putain de bordel. En même temps, avec 6 équipes dans un TLC match, on n'attendait que ça. Victoire des Wyatt Six, pour moi, c'était logique. Ils viennent tout juste de récupérer les titres. Donc pour moi, c'est logique que ce soit eux qui récupèrent, qui conservent les titres. Donc très content du résultat et très content du match dans son ensemble. No disqualification match pour le championnat Women's Intercontinental. Becky Lynch qui défendait pour une dernière fois le titre face à Lyra Valkyria. Match qui était très bon. Vraiment. J'attendais plutôt ce match, mais je disais que bon, pour SummerSlam, on s'attendait à un autre adversaire potentiellement pour Becky Lynch. Mais bon, ça faisait quand même le taf et le match était très bon. Elles ont utilisé des casses à outils, des candlesticks, des chaises. Vraiment, elles sont bien battues. À noter comment Becky Lynch a attaché les mains de Lyra avec des Island, donc c'était un peu plus difficile pour Lyra de se défendre, même si elle s'est plutôt bien défendue. À noter qu'à un moment, Lyra a utilisé un extincteur contre Becky Lynch. Donc Becky Lynch était pendant un moment du match aveuglée. À un moment, Becky Lynch a tenté de porter un coup de pied de biche à Lyra Valkyria, jusqu'à que Bayley fasse une intervention pour s'attaquer à Becky Lynch. Mais malheureusement, l'intervention de Bayley a pas suffi. Et au final, victoire de Becky Lynch qui conserve le titre. Et du coup, Lyra Valkyria n'a plus le droit à une opportunité pour le titre. Du moins, tant qu'il est sur Becky Lynch. À noter que du coup, le lendemain, on a vu que Becky Lynch va se diriger vers en rivalité face à Nikki Bella. Moi, j'ai plutôt hâte de voir ce que ça va donner, personnellement. Je sais pas par contre ce qu'ils vont faire pour Lyra et Bayley. Est-ce qu'ils vont les relancer en équipe? Ça pourrait être intéressant, hein, franchement, hein, les relancer en équipe. Mais voilà, dans l'ensemble, c'était quand même un très bon match. Victoire de Becky Lynch. Pour moi, j'aurais préféré quand même une victoire de Lyra Valkyria. Mais bon, bref, ça c'est que mon avis. Donc dans l'ensemble, je suis aussi satisfait de ce match. Et du coup, victoire de Becky Lynch. Steel Cage match entre Solo Sikoa et Jacob Fatu pour le championnat des États-Unis. Match qui m'a déçu. Je m'attendais à mieux. Alors je me doutais qu'il allait y avoir des interventions, que ce soit de Jimmy Uso du côté de Fatu ou de la MFT pour Solo Sikoa.
Mais dans l'ensemble, j'ai pas trouvé le match très bon. On a une grosse domination de Solo Sikoa sur Fatou au début du match, j'ai pas trop compris pourquoi. Ensuite, c'est parti dans des interventions à droite et à gauche, et au final, Solo Sikoa remporte le match, non pas en faisant un tomber ou en sautant de la cage, ou juste en passant par la porte. Et j'étais très déçu de ce match, vraiment. Pas parce que Fatou n'a pas récupéré le titre, je pense qu'il va finir par le récupérer un peu plus tard, peut-être à Clash in Paris, ou peut-être dans un épisode random de SmackDown. Mais vraiment, l'ensemble du match, je l'ai pas trouvé ouf. Ce qui est quand même dommage, parce qu'en plus, je pense que Solo Sikoa peut être un très bon champion. Mais vraiment, je suis très déçu. En plus, à ce nouveau clan, là, la MFT, avec Jeff Cobbs, c'est Tagalo, je sais plus comment ils l'ont appelé maintenant, Ikuleo, ils lui ont donné encore un nom à la con, et Tangaloa. Bah franchement, je trouve pas ce clan crédible. Je trouve que c'est très dommage pour Solo Sikoa. Mais bon, bref. Donc dans l'ensemble, très déçu de ce match, et victoire de Solo Sikoa. Avant-dernier match de la soirée, Dominic Mysterio qui défendait le titre intercontinental contre AJ Styles. Match qui était plutôt bon dans l'ensemble. C'est pas le match de la soirée ni le meilleur match entre les deux, mais c'était plutôt bon. À noter que AJ Styles rentre avec une voiture, ce qui fait une grosse référence bien sûr à Eddie Guerrero. C'était assez sympa le clin d'œil. Du coup, match d'ensemble était plutôt sympa. Victoire de Dominic Mysterio. Je m'en doutais parce que je pense très sincèrement qu'il va y avoir un rematch à Clash in Paris et que AJ Styles va récupérer le titre intercontinental à Paris pour avoir une méga pop de la foule. Ce serait incroyable s'ils font ça. Donc du coup, j'ai rien d'autre à dire. Je pense que du coup, c'est juste le début en fait de leur rivalité. Rivalité qui pour l'instant a été vraiment très marrante avec Dominic Mysterio qui était avec son mot du médecin pour dire qu'il peut pas catcher. Et au final, AJ Styles qui se mettait... Enfin, je sais plus, se mettait dans des situations improbables. C'était vraiment marrant. Donc, victoire de Dominic Mysterio. Et je pense qu'on va avoir une revanche à Clash in Paris. Et enfin, le main event de la nuit 2 de SummerSlam. Match pour le championnat indisputé. Street Fight match. John Cena qui défendait le titre face à Cody Rhodes. Revanche de WrestleMania 41. À noter que du coup, il avait fait un short, mais au SmackDown, juste avant SummerSlam, John Cena a effectué un face turn dans une super promo. Vraiment, la promo était incroyable. Et le match était génial. Là, ils ont très clairement compris le mot Street Fight match. Vraiment, j'avais peur qu'ils fassent un match un peu comme à WrestleMania 41. Et au final, bah non, ils ont fait un super match. Ça aurait été digne d'un match, d'un main event de WrestleMania. Franchement, les deux ont fait un génialissime match. Ils sont allés à l'extérieur, ils ont utilisé des chaises, ils ont utilisé les escaliers du ring. Ils sont allés à l'extérieur, ils sont allés dans le public. On a, je crois c'est Cody Rhodes qui a porté une souplesse à John Cena sur une barrière à l'extérieur du ring. C'était incroyable. Ils sont allés à un moment sous la scène où tout simplement ils sont carrément remontés, où John Cena est remonté avec Cody Rhodes sur les épaules pour lui porter un attitude adjustment sur l'entrée. Enfin c'était incroyable. À la fin ils sont allés sur le ring, enfin ils sont retournés sur le ring, et d'ailleurs Cody Rhodes a porté un pile driver à John Cena, ce qui lance, et on va pas se mentir qu'ils sont clairement en train de teaser un heel turn de Cody Rhodes. Clairement, je sais pas si je suis toujours pour ou pas, mais je pense que Cody Rhodes peut être très bon en heel, mais je pense qu'il faut encore un peu capitaliser sur un Cody Rhodes face. Personnellement, ce n'est que mon avis, mais vraiment le match était incroyable. Du coup, ouais, Cody Rhodes porte un pile driver sur John Cena. Vraiment, on se dit, mais il est en train de faire un heel turn. Il décroche à un moment un coin du ring pour l'envoyer plusieurs fois dans la gueule de John Cena. On a John Cena qui porte à nouveau son finish du haut de la deuxième corde sur Cody Rhodes. Vraiment, à un moment, ça a été une avalanche de finish et les deux, vraiment, ils arrêtaient pas d'esquiver. Cody Rhodes a un moment porté 3 fois son finish sur John Cena et ça n'a pas suffi. Mais au final, c'est quand même Cody Rhodes qui a remporté le match, qui récupère le championnat indisputé. Franchement, c'était incroyable. Je pensais quand même que Cody Rhodes allait faire un heel turn, mais au final, non. Mais vraiment, super match, super main event. Ça aurait été digne de WrestleMania. Et même dans l'ensemble, j'avais plutôt défendu WrestleMania en disant que c'était pas si mauvais que ça. Je maintiens, il y a largement eu pire, et dans l'ensemble, c'était pas non plus un mauvais WrestleMania. On a quand même de très bons matchs. Mais SummerSlam était quand même largement mieux que WrestleMania. Ça l'a même éclaté. C'était assez marrant. Super main event.
Vraiment. John Cena, du coup, c'était pas... Parce que beaucoup disaient qu'il avait potentiellement fait un face turn pour refaire un heel turn dans le match. Au final, non, c'est bel et bien un face turn. En plus, quand il est rentré, t'as tout le public qui a chanté son thème. J'espère que ce sera la même quand il sera à Paris. Franchement. Voilà, dans l'ensemble, j'ai rien d'autre à dire que... J'aurais espéré une intervention de The Rock, mais bon, au final, hein, je crois que The Rock, il risque pas de revenir de sitôt dans les rings. Du coup, John Cena qui perd son titre et qui, je pense pas, va récupérer d'autres titres. S'il doit reporter un autre titre, j'espère que c'est le titre intercontinental, comme ça, il l'aura au moins récupéré une fois avant avant sa retraite. Mais bon, Cody Rhodes qui s'en va, retourne en coulisses, et John Cena qui célèbre avec le public pour la fin de SummerSlam. Jusqu'à que la musique de Brock Lesnar retentit. Brock Lesnar fait son retour et il porte un high five à John Cena. Et je dois dire que j'étais choqué et je savais pas quoi en penser. Et c'est aussi un retour qui a fait énormément débat, qui est toujours en train de faire débat. Pourquoi? Parce que Brock Lesnar est mêlé dans une affaire, dans l'affaire Vince McMahon. J'ai pas envie plus de m'étaler là-dessus. Par contre, il y a beaucoup de gens qui disent que la plainte est contre Brock Lesnar. Non, la plainte n'est pas contre Brock Lesnar. Par contre, il est mêlé dans l'affaire. Donc voilà, il y a aussi des gens qui disent qu'il a été blanchi par la justice. Non, il est pas du tout blanchi par la justice. Moi, personnellement, ce que j'en pense, et j'ai vu d'autres gens aussi qui pensaient ça, c'est que la WWE aurait dû attendre, selon moi, le résultat du procès et voir si par la suite, oui ou non, ils utilisent Brock Lesnar. Parce que bon, il est pas non plus, même s'il est cité dans la plainte, même si c'est pas lui qui est visé, il est quand même pas non plus dans le bon rôle, clairement pas. Donc, personnellement, je pense que WWE aurait dû attendre, connaître le verdict de savoir si oui ou non Brock Lesnar est blanchi ou pas. Si jamais il était blanchi, ok, ils auraient pu le réutiliser. Par contre, s'il est coupable, pour moi, ils auraient pas dû le réutiliser, clairement pas. Et là, c'est clairement trop tôt. Et surtout, un Cena Lesnar, c'est pas trop ce qui me hype, surtout pour Paris. En fait, si Lesnar n'aurait pas été impliqué dans toutes ces affaires, un dernier match entre Lesnar et Cena, j'aurais peut-être dit ok, sauf que là on est quoi, je crois, à 3-4 mois de sa retraite. J'ai pas envie de voir un Lesnar là, je pense qu'il aurait dû avoir d'autres adversaires tels que Gunther, Roman Reigns, ou AJ Styles, ou encore Seth Rollins. Je pense qu'il aurait dû avoir d'autres adversaires que Lesnar. Si c'était au début, j'aurais dit pourquoi pas, ok. Genre juste après WrestleMania, j'aurais dit pourquoi pas. Mais là, non. En plus, comme dit, avec tout dans l'histoire où il est, c'est encore un peu plus choquant. N'empêche, ça reste quand même un retour qui nous a un peu mis sur le cul. Ça m'étonne pas que la WWE et surtout TKO utilise Lesnar, parce que Lesnar c'est quand même un immense nom. C'est quand même un nom qui fait vendre, qu'on le veuille ou pas. Donc ça m'étonne pas que WWE, TKO réutilise Lesnar. Mais je m'attendais pas d'aussitôt et je pense personnellement que c'est pas une bonne idée. Par contre, j'ai vu des gens qui disaient que ça gâchait SummerSlam, que c'était un des pires de tous les temps, hormis le retour de Lesnar. Je suis pas d'accord là-dessus. Je pense que c'est un des meilleurs SummerSlam qu'on ait eu depuis bien longtemps. Le main event était incroyable, que ce soit des deux nuits, mais quand même plus le main event de la nuit 2. La plupart des matchs féminins des WrestleMania étaient très bons, les matchs par équipe étaient très bons. On a eu des déceptions comme l'opener de la première, de la nuit 1, ou la défaite de Karrion Kross. Mais dans l'ensemble, c'est un super SummerSlam. Mais bon, c'est vrai que le retour de Lesnar, ça jette un petit peu un froid. Et je dois dire à titre personnel que ça fait bizarre. Et honnêtement, je sais pas honnêtement quoi en penser. Et ça veut pas dire que je défends Lesnar. Je dis juste que pour moi, c'était une très mauvaise idée de la WWE de ramener Lesnar pour le moment. Et du coup, c'est tout pour cette vidéo résultat de SummerSlam 2025. Un SummerSlam qui s'avère être bien mieux que WrestleMania. Ce qui est assez dommage pour WrestleMania. Mais bon, bref, je vais pas revenir là-dessus. On se retrouvera du coup pour la vidéo pronostic de Clash in Paris. Qui sortira comme dit une bonne grosse semaine avant. Donc du coup, d'ici là, portez-vous bien. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Vous connaissez la chanson. Et moi je vous dis à la prochaine pour de futures vidéos. Ciao.